Je vais lui laisser se présenter, mais accessoirement, Maxime, il est donc auteur, conférencier, enseignant à Sciences Po Paris et à Mines Paris Tech. Il est cofondateur du Printemps écologique, de Cellcop et de Cosmorama. Bref, un homme à tout faire et qui a le génie de la présentation et de nous apporter un autre regard sur les territoires et sur le monde. Voilà, je laisse la parole à Maxime. Merci infiniment. Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je crois. Alors, j'ai 25 minutes top chrono, peut-être 20, parce que peut-être qu'il y a des questions qui sont posées en général après mes interventions, il y a des questions qui émergent. Donc, je vais essayer de vous faire en 20 minutes une conférence que je fais soit en 45, soit en 1h30. Donc, je vais aller vite et je vais aller à la quintessence de mon message. Donc, moi, je vous parle en effet de cosmographie. En fait, c'est quoi la cosmographie? C'est la conscience que l'on développe du territoire. Conscience géographique, conscience du vivant, conscience des technologies qui sont les infrastructures techniques qui changent notre rapport au territoire. Donc en gros, le bio, le géo, le techno. Et c'est ça que je propose comme nouvelle conscience du territoire. Conscience géographique, par exemple, ça ne veut pas dire savoir géographique, ça ne veut pas dire est-ce qu'on connaît les capitales, est-ce qu'on connaît la superficie d'un pays, c'est plutôt quelle conscience géographique on a lorsqu'on se trouve dans un lieu. Et c'est ça que je travaille. Et c'est en lien finalement avec le vivant, puisque c'est sans doute la raison pour laquelle on m'a demandé d'intervenir ici en me disant mais si, mais je ne travaille pas le vivant, mais si, viens parler, le territoire, ta vision, elle est complètement alignée avec le but de ces 2 journées. Alors je vais vous en parler très vite. Bio très rapide, donc en effet, j'enseigne à Sciences Po à Paris, j'enseigne aux mines de Paris, j'ai créé un programme qui s'appelle Territoire, Énergie, Climat et j'accompagne les dirigeants des politiques publiques, donc par exemple service des premiers ministres, ENA, etc. Je leur fais s'interroger sur ce qu'ils perçoivent du territoire. Qu'est-ce qu'ils regardent du territoire quand ils prennent une décision programmatique sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans? Quand ils vont mettre en place des infrastructures d'immobilier, de transport, de mobilité, d'énergie? À quoi ils font attention, quelle dimension du territoire ils prennent en compte et quelle dimension du territoire ils ne prennent pas en compte. Donc voilà ce que j'appelle la cosmographie. J'ai fondé pas mal de choses. J'ai aussi un compte sur LinkedIn qui depuis 1 an et demi, 2 ans est l'un des plus actifs en France, le plus actif peut-être en 2023, c'est ce qu'on m'a dit en tout cas, avec maintenant 140, 150 000 abonnés. Je publie tous les matins une publication sur le territoire. Ça peut être une photo, ça peut être une infographie, ça peut être une carte, beaucoup de cartes. Les gens m'appellent « Ah oui, t'es le mec des cartes sur LinkedIn ». En gros, si vous voyez des cartes, il y a une chance sur 10 que ce soit la mienne. Mon message que je diffuse partout dans mes confs, dans mes interventions, j'ai aussi une fonction d'advisor, donc de conseiller un peu auprès d'entreprises privées, auprès de collectivités publiques, à différents échelons, c'est qu'il est devenu vital. Je vais souligner vital, donc question de vie ou de mort, je pèse mes mots, est devenu vital d'améliorer collectivement notre conscience du territoire. Ça veut dire que ce n'est pas seulement le niveau individuel qui m'intéresse, avec l'élévation spirituelle d'un individu, c'est surtout le niveau collectif. Comment une entreprise perçoit le territoire? Comment est-ce qu'une collectivité, un État perçoit le territoire? C'est ça qui m'intéresse parce qu'on devient plus facilement aveugle lorsqu'on est un grand collectif, comme on peut aussi plus facilement révéler des nouvelles façons de voir le monde quand on est un grand collectif. Donc c'est ça qui m'intéresse. Qu'est-ce que la cosmographie? En fait, c'est un mot très ancien, qui est l'ancien nom de la géographie. Pendant 2000 ans, on parlait de cosmographie quand on faisait des cartes qui représentaient le monde. Souvent, on mettait de la géographie dite religieuse, le paradis, l'enfer, etc. C'était des croyances. Comment est-ce qu'on projetait nos croyances dans les représentations du monde? Et en fait, moi, ce que je dis, c'est on a l'impression qu'il y a de l'objectivité partout. On a Google Earth, on a de la science. Non, il y a des croyances partout. On a aussi une certaine perception du territoire qui est une projection, qui vient des récits, qui vient de la culture, qui vient de l'éducation, qui vient plein de choses complexes. Donc c'est ça qui m'intéresse. Moi, je réactive, je ressuscite la cosmographie en disant notre rapport au territoire n'est pas du tout aussi objectif qu'on le croit. Les 3 mots-clés que j'utilise pour étudier ce sujet, c'est la relation entre le territoire, la technologie et l'imaginaire. Donc là, vous avez par exemple une cosmographie universelle du XVIe siècle. Voilà, c'est quelque chose qui se faisait. C'est vraiment, on essaye de voir les limites du monde connu. À l'époque, on était en Europe, on faisait une cosmographie, on avait vaguement un petit littoral d'Amérique qui venait d'être découvert. L'Afrique, on n'y connaissait rien du tout, et l'Extrême-Orient, autant dit. Donc on avait une certaine vision des limites du monde connu. Aujourd'hui, la cosmographie, c'est une branche de l'astrophysique, mais c'est aussi, en anthropologie, les représentations des visions du monde religieuses. Pour ceux qui adorent les Vikings, vous reconnaîtrez la vision de la cosmologie nordique. C'était Yggdrasil, l'axe du monde, avec un monde supérieur, un monde inférieur.
Pour ceux qui aiment plus, je ne sais pas moi, la Renaissance chrétienne, ben là vous verrez le monde de la Divine Comédie avec des paradis et des enfers successifs, ce qui a donné la notion de 7e ciel par exemple. Tout ça c'est des cosmologies, c'est des cosmographies, c'est des représentations graphiques du monde, de l'univers dans lequel on se trouve. Et la vision de la Terre plate qui est en train de gagner du chemin de plus en plus. On a entre 8 et 10% de la population française qui déclare adhérer au platisme, x2 depuis l'an 2000. Donc on est vraiment dans une croissance significative du nombre de personnes qui adhèrent à ces visions. C'est un enjeu de cosmographie, c'est un enjeu de représentation graphique du monde. Et c'est lié à plein de choses, aux politiques, à la situation écologique, à la mondialisation, à l'Internet, à la façon dont l'information circule. C'est lié à plein de choses qui m'intéressent. La vision du territoire que je propose et qui s'intègre à la fois dans cet événement, parce qu'on est surtout sur la partie biosphère, mais en fait au travers des interactions des deux autres, et que vous allez retrouver dans mon exposition avec 20 photos satellites en 60-90 assez grandes, vous allez voir, et dans lequel à côté desquelles j'ai associé des petits textes qui justement plongent dans ces territoires selon cette dynamique qui est biosphère, géosphère, technosphère. Pour moi, le territoire, c'est tout ça à la fois. Et c'est la relation entre ces trois dimensions, entre ces trois sphères qui m'intéressent. Bon, ça, c'est des choses que je partage sur LinkedIn, par exemple. Là, vous avez Gibraltar, vous avez Bosphore, des lieux géographiques très chargés. On peut raconter énormément de choses passionnantes et magnifiques. Là, vous avez le plus grand être vivant sur la Terre. Je ne sais pas si on en parlera dans Biomime Expo, mais c'est le moment de le faire. Il s'appelle Pando. C'est le plus massif des êtres vivants de la planète. 60 hectares. C'est un être vivant unique, puisque c'est des bouleaux, enfin c'est la famille des bouleaux, et c'est connecté par un système racinaire unique, ce qui fait que chaque tronc a un code génétique similaire. C'est le même être vivant sur 60 hectares. Donc c'est techniquement le plus massif des êtres vivants sur la Terre, et il a 60 000 ans à peu près, qui est assez âgé, il a vu passer des choses. Et puis après, toute la dimension technique. Là, le plus grand aéroport du monde qui sera terminé en 2028, c'est à Istanbul, 3 fois Roissy. Les enjeux d'urbanisme, la façon dont on construit le lieu où l'on vit, les choix que l'on fait en matière technique, tout ça participe, c'est évident, on le sait tous, d'une certaine relation au territoire. Alors comment la représentation du territoire est-elle évoluée dans l'histoire de l'humanité ? Grosso modo, si on fait très schématique, il y a eu le paléolithique, on était chasseurs, cueilleurs, nomades. Imaginez un monde horizontal, les yeux braqués sur l'horizon, on explore. On explore et on vit dans un monde qui fait flipper, un monde qui nous domine. On a des puissances, des divinités, et il s'agit de créer des intermédiaires qui sont des chamans ou des medicine man qui justement vont permettre le dialogue, le commerce avec cette puissance du monde qui nous domine. Monde horizontal. Deuxième niveau, le néolithique. Il y a moins de 12 000 ans seulement, hein, c'est hier, à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Il y a 12 000 ans, on devient sédentaire, on développe l'agriculture dans le sud de la Turquie, on commence à extraire les minéraux et les ressources des sols, on commence à domestiquer les animaux. En fait, on passe d'un monde qui nous domine à un monde que l'on domine. Comment ? Grâce au système technique. On commence à développer des moyens, des dispositifs, des infrastructures techniques qui changent le rapport au monde, dans le sens où ça nous permet de le dominer. Une vision beaucoup plus verticale. On parle d'ailleurs aujourd'hui d'extractivisme. C'est pas pour rien, ça fait 12 000 ans qu'on a inventé l'extractivisme. Ça, c'est l'endroit où ça s'est passé en Turquie. Je passe. Qu'est-ce que les paléoanthropologues nous disent sur la révolution néolithique ? Appropriation, on décide que le territoire est à nous, hein, ça va avec la sédentarisation, on met des barrières, des replis, je ne parlerai pas d'actualité. Production, agriculture, mine, élevage, donc on commence à exploiter d'une certaine manière le territoire. Accumulation, comme on n'est plus en déplacement constant avec un sac à dos, on se met à accumuler, à multiplier des objets de plus en plus à l'endroit où l'on est. Je ne sais pas si vous me voyez venir, mais un de mes messages, c'est de dire « nous sommes toujours au néolithique ». Mais plus que jamais, en fait, plus que jamais. Ça fait 12 000 ans qu'on augmente nos capacités techniques à être au néolithique, c'est-à-dire à sortir de ce paléolithique exploratoire horizontal et à rentrer dans une logique très extractiviste. On va faire sortir un maximum de tout ce qu'on peut du territoire sur lequel on se trouve. 10 000 ans après le néolithique, Renaissance, un moment vraiment d'humanisme, le moment où la science a permis une émancipation de l'humanité, un moment magnifique, hein. Mais même 10 000 ans après, on dit « la nature est une femme publique », 16e siècle, ça veut dire « la nature est une prostituée », nous devons, grâce à la science, la mater, pénétrer ses secrets, l'enchaîner selon nos désirs. Enfin, c'est très clair, ça passe crème au 16e siècle, on est sur la domination du monde. Enfin, c'est évident avec des relents évidemment liés au genre, au sexe, etc. Là, on est il y a 500 ans, hein. Mais on est toujours au néolithique, plus que jamais. La domination du territoire par des moyens techniques. Plus près de nous, au 19e siècle, économie classique. Les richesses naturelles sont inépuisables, c'est une fontaine illimitée.
La preuve, nous les obtenons gratuitement, ne pouvant ni être multipliées ni être épuisées. Elles ne sont et ne seront pas, en fait, jusqu'à très récemment, l'objet des sciences économiques. Ça, c'est du néolithique pur jus. Donc en fait, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a été pendant 12 000 ans et on est au néolithique. Sauf qu'au début du XXe siècle, c'est passé quelque chose d'extraordinaire. On a atteint le pôle sud. En 1909, on a atteint le pôle nord. En 1911, on a atteint le pôle sud. La mondialisation géographique, donc la mission du paléolithique exploratoire, si vous voulez, du monde, est achevée. Là, immédiatement, un visionnaire poète qui s'appelle Paul Valéry, que certains connaissent peut-être, ou en tout cas ont lu, moi je vous recommande Regard sur le monde actuel, qui est un livre fascinant, dit « On a atteint le pôle sud, la mondialisation géographique est achevée, le temps du monde fini commence ». Ça ne veut pas dire c'est le temps de la fin du monde. Ça veut dire c'est le temps du monde fini. Ça veut dire que notre relation à l'espace, au territoire, change du tout au tout. Il se dit il va falloir faire l'inventaire des ressources naturelles. Ce qui va se passer à un endroit du monde va concerner les humains qui se trouvent à l'autre endroit du monde. On va se mettre à communiquer de plus en plus intensément. En 1920, il anticipe la crise écologique et Internet, d'une certaine manière. Pourquoi ? Parce qu'il voit la conquête du pôle Sud. Donc symboliquement, c'est un moment où on change notre rapport au monde. C'est un sujet cosmographique, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure. Donc on passe d'un monde vertical horizontal, et là tout à coup, avec le pôle Sud et avec Paul Valéry, naît la conscience globale. Là, ici, on a des gens qui en parlent très bien. La conscience planétaire, Jean-Pierre Gou, qui a écrit des livres sur le sujet et qui a aussi des conférences. Je vous invite, si ce sujet-là vous intéresse, à aller explorer ce qu'il fait. Donc la conscience globale, qui est née au début du XXe siècle. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le XXe siècle est le siècle de la mondialisation, puisqu'en fait, tout à coup, on se met à prendre conscience de la finitude de notre propre habitat et on intensifie les échanges dans un rapport au territoire nouveau. 1972, c'est le moment où, au niveau cosmographique, ça se manifeste par la première photographie de la Terre. Ça, c'est une photographie plus récente de la Terre, de la NASA, mais il y en a une qui s'appelle Blue Marble, 1972. Je passe sur cette date clé. À partir du moment où on a fait une photographie de la Terre, qu'on commence à prendre du recul sur notre propre habitat grâce à la conscience globale, eh bien on réalise qu'il y a plein de gros dysfonctionnements planétaires, auxquels on n'avait jamais pensé puisqu'on ne se le représentait pas avant. D'abord, le vivant. Les premiers grands best-sellers écologiques, Rachel Carson par exemple, Le Printemps silencieux, c'est la prise en considération soudaine de l'impact des engrais chimiques sur les oiseaux. Mais progressivement, avec le WWF, on commence à se rendre compte de notre impact sur les populations animales. Vous avez tous le chiffre en tête ici, 70% depuis 50 ans, donc depuis nos grands-parents sur les populations animales vertébrées. Le niveau de destruction du vivant, 70%, mais c'est 94% là où c'est très fluo en Amérique du Sud. 94% des populations animales, pas du nombre d'espèces, 94% des populations animales ont été détruites en 50 ans. Ça, c'est la prise de conscience, ça va avec la prise de conscience globale. Mais il y a aussi la prise de conscience du géo. Ça, c'était le bio. Mais la prise de conscience du géo. Géosciences nous mène au climat. On commence à comprendre qu'on a un impact géologique sur le monde. On parle d'anthropocène, mais surtout dans les années 80 se constitue le GIEC, le plus gros dispositif scientifique de l'histoire de l'humanité, en nombre de scientifiques engagés et en nombre de données traitées. Je le rappelle, ce n'est pas juste un petit cabinet ministériel, c'est un truc énorme, le GIEC. En gros, commence à réaliser à quel point les niches climatiques humaines, donc ça veut dire les endroits où l'humanité va être adaptée au climat, se réduisent considérablement. Et en 2070, il y a des surfaces entières, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces cartes, un peu comme celle-là, il y a des surfaces entières où l'humanité ne pourra plus vivre. C'est très clair, parce que ça se réchauffe. Et troisième niveau, le techno. On commence à prendre conscience de l'emprise de plus en plus massive de la brique, du ciment, des routes, de la terre qui est transformée, qui est anthropisée. C'est-à-dire qu'on transforme aussi, par nos actions techniques, le monde dans lequel on se trouve. Moi, j'ai un chiffre aussi sur celui-là, ce qu'on appelle la masse anthropogénique, c'est-à-dire la quantité de matière artificielle, surtout briques, béton, ciment, asphalte, qui est sur notre planète Terre, en 2020, pour la première fois, a dépassé la totalité de la biomasse. Ça veut dire, pour faire simple, caricatural, qu'il y a plus de béton, de ciment et de pierre transformés par l'homme sur le monde que la masse totale du végétal et de l'animal. Et le problème, c'est que sur les 30 prochaines années, 2040, sur les 20 prochaines années, ce ratio sera multiplié par 3 compte tenu de la vitesse de l'artificialisation, notamment en Asie, en Chine et en Inde. Donc en fait, dans 2040, il va y avoir 3 fois plus de masse anthropogénique que de vivants sur la Terre, si on ne change pas la trajectoire. Ça, on s'en rend compte qu'avec la conscience globale. Problème, c'est qu'il y a une réaction à cette conscience globale qui est née dans les années 20. Et ça, c'est très lié à l'actualité, je crois. Dans les années 80, on commence à se dire, bon, cette globalisation, c'est un déracinement. Ça nous amène vers le hors-sol.
Et donc, il y a des mouvements qui se construisent de relocalisation. C'est la conscience locale qui est réactivée. On se retrouve à avoir un espèce de balancier qui est très tendu et qui s'exprime dans la politique ou dans l'économique ou dans le social, dans le culturel, dans l'art, entre la conscience globale et la conscience locale. Et il y a une tension, en ce moment on est en train de vivre ça de manière très très forte. Ça passe par les produits locaux, les terroirs, l'alimentation, les mouvements slow food dans les années 80, les OGM, José Bové, aussi par les mouvements identitaires qui vraiment se renouvellent totalement à la fin des années 80. Ça passe par les langues, par le renouveau aussi des identités culturelles dans différents territoires, ça passe par l'alimentation. Tout ça nous conduit aujourd'hui, en 2024, à un impératif d'évolution de la conscience du territoire. C'est pour ça que je dis que c'est vital. En fait, on est en train de rebattre les cartes de notre cosmographie. Le platisme, c'est un symptôme d'un moment où en fait, on est en train de changer totalement notre perception de l'espace et du temps. On est en train de changer notre représentation du monde de manière très très profonde. Et il y a des espaces qui se créent pour du n'importe quoi, comme le platisme. Et donc on arrive à un moment où il faut pousser un troisième âge. Il y a certaines personnes qui vont dire qu'il faut retourner au néolithique. Pour se rassurer, on va remettre des barrières, on va réextraire au fond, on revient au néolithique, surtout parce que là on voit bien que c'est en train de bouger. Donc moi je ne suis pas à l'aise, je veux revenir au néolithique. Il y en a d'autres qui veulent revenir au paléolithique. On se resoumet à la planète Terre, en fait on est bien peu de choses, nous humanité, donc en fait on va tout débrancher et on va se resoumettre à un monde qui nous domine. Moi mon message c'est de dire ni l'un ni l'autre. Il faut passer à un troisième âge qui est celui où on assume notre responsabilité technique, on a une responsabilité colossale sur le monde et on commence à avoir une logique de maintenance, de soins, d'alliance avec le monde. C'est un troisième âge qui n'a jamais encore eu lieu. Je représente comme ça de manière un peu schématique pour ceux qui aiment les schémas. Je parle un peu vite, mais vous trouvez plein de cours et de confs qui sont disponibles sur mon site, sur Internet. Je vous fais un impressionnisme de mes idées. Donc comment on refait attention au territoire concrètement? Comment est-ce que moi je dis aux entreprises, aux collectivités ou au travers de mes expositions, aux gens, aux individus qui me suivent, comment est-ce qu'on entre dans ce troisième âge? Comment est-ce qu'on le fait? Eh bien en questionnant notre représentation, en questionnant notre cosmographie, notre conscience du territoire. Et il y a 3 niveaux qui le permettent. Premier niveau, c'est la réception. Qu'est-ce qu'on reçoit comme information du monde? Qu'est-ce qu'on reçoit comme information quand on est dans un territoire? Le premier moyen de recevoir de l'information immémorielle, c'est notre propre corps. C'est la réception organique. Et en fait, on est dans des mondes où, à cause justement des infrastructures techniques de plus en plus denses, on se coupe de nos propres sens. Donc on se coupe de la perception du territoire. On est de plus en plus dans des mondes désolidarisés, si vous voulez, déconnectés. On parle de la reconnexion. Mais il y a d'autres leviers de réception, notamment les sensors, donc c'est aussi le même mot, qui relèvent des infrastructures numériques. On a la capacité de capter de l'information aujourd'hui qui est colossale sur le vivant, sur la géoscience, sur la Terre, sur l'environnement qui nous entoure. Donc il faut trouver la manière intelligente de combiner ces informations organiques et ces informations numériques. Deuxième niveau, perception. Réception, perception. Là, la perception, c'est le filtre culturel, éducatif, c'est les croyances dont je parlais tout à l'heure. C'est tout ce qui va être subjectif, tout ce qui va être le fruit de l'endroit où l'on est et des personnes qui nous entourent. C'est les histoires qu'on se raconte, les récits que l'on partage. Et là, en ce moment, il y a des grosses guerres de croyances sur le sujet du territoire. Le platisme n'en est qu'un, le climato-scepticisme, le déni, la peur, le repli, au contraire, le cosmopolitisme, le globalisme, le hors-sol. Bref, il y a plein de systèmes de croyances qui, en ce moment, sont en train de s'affronter sur ce terrain. Réception, perception. Et le troisième niveau, conception. Celui-là, c'est le plus difficile à, pour moi, faire comprendre dans les entreprises, parce que c'est le plus indirect. C'est l'idée qu'au travers du choix de nos systèmes techniques, donc ce qu'on appelle la gouvernance technique, est-ce que je choisis telle technologie ou telle technologie? On a déjà choisi une représentation du monde, parce que pour un marteau, tous les problèmes ont la forme d'un clou. C'est-à-dire que quand on choisit une technologie, on choisit déjà une interaction avec le monde. On a déjà choisi une conception du monde au moment où on choisit une techno. Donc en fait, la gouvernance technique intervient fortement dans la représentation. Réception, perception, conception. C'est comme ça qu'on travaille notre conscience du territoire, individuellement, mais encore plus, de manière plus systémique avec les entreprises ou les organisations, les collectivités. C'est ce que j'appelle dans l'entreprise la responsabilité territoriale. Ça passe par donc élever notre conscience de l'espace, élever notre conscience du temps. Il me reste 5 minutes. Un super moyen de le faire, c'est la cartographie, puisque la cartographie, c'est le langage de l'espace. Donc ça veut dire que ce n'est pas la carte qui est la réponse. La carte, c'est un langage, donc on peut dire beaucoup de bêtises avec une carte. Mais c'est un moyen de se poser des questions, une carte. Qu'est-ce qu'on choisit de mettre dans une carte? Moi, une entreprise, je vais la voir et je vais dire, qu'est-ce que vous mettez dans votre carte? Comme ça, je vais avoir une idée de votre culture du territoire, en fait. Est-ce que vous décidez de représenter le vivant, le sol, l'air? Qu'est-ce que vous choisissez de représenter?
Donc la cartographie, c'est un super outil pour révéler la conscience des territoires, révéler ce qui est perçu et ce qui n'est pas perçu. Je récapitule mon message pour que vous vous en souveniez. L'exposition géoconscience, qui est ici, c'est donc surtout l'aspect géo. Par le géo, on peut parler du bio et du techno. Tout comme par le bio, on peut parler du géo et du techno. Tout comme par le techno, on peut parler du bio et du géo. Donc là, c'est plutôt l'entrée géo. Et au travers d'un site géographique, là vous avez de la Chine, de l'Iran, de l'Amazonie, Naples, vous avez Bora Bora en Polynésie, vous avez le lac Natron en Tanzanie, vous avez des villes aussi. Par cette entrée géographique, je peux révéler des sujets liés au vivant ou liés au choix technique. Je passe, mais en ce moment, c'est la fin d'une grosse campagne qui a duré 2 mois. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé sur cette campagne autour du livre Géoconscience, qui est un livre qui va paraître le 17 octobre. Ce sera le premier d'une trilogie. Donc vous avez compris un peu mes idées. Donc Géoconscience en 1, Bioconscience en 2025 et Technoconscience en 2026. Donc avec un éditeur qui s'appelle Alary Édition, on va lancer ça. Et là, on a fait une campagne de financement participatif avec les gens qui me suivent sur les réseaux. Et c'est un super succès. Enfin, c'est une campagne historique. Et il reste 4 jours. Donc j'en parle si jamais vous avez envie de précommander le livre et le recevoir dans votre boîte aux lettres. C'est fini pour la pub. Les 3 derniers messages, c'est 1. C'est en fait les préceptes qui viennent de moi. Ça fait 10 ans que je m'interroge sur ces questions, en tant qu'activiste, en tant qu'écolo, en tant qu'entrepreneur, en tant que personne qui a fait Sciences Po et qui parle avec des gens des politiques publiques. Donc vraiment, j'ai plusieurs dimensions. Et j'ai 3 constats de dimensions qui ne vont pas, en fait, d'angle mort de notre rapport au territoire. Le premier, c'est que le territoire est souvent considéré comme une chose, comme un objet. Il est objectifié. Le territoire, voilà, je vais en faire quelque chose de ce territoire. Or, le territoire est une sphère tissée, constitué de vivants. Il n'y a pas plus vivant qu'un territoire, puisque c'est l'union, la somme, l'entrelacement de toutes les formes du vivant. Donc s'entraîner à penser un territoire, pas seulement le vivant, le territoire lui-même, non pas comme un objet, mais comme un sujet, c'est quelque chose de crucial pour réussir à passer à ce 3e âge dont je parlais tout à l'heure. Deuxièmement, le territoire n'est pas un outil, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir saisir à des fins particulières. Le territoire, c'est un milieu, c'est le milieu dont on dépend, qui nous fait vivre et qui fait vivre tous les autres êtres qui cohabitent avec nous. Et troisièmement, le territoire n'est pas un stock qu'on va pouvoir creuser, qu'on va pouvoir exploiter, qu'on va pouvoir vider. Le territoire est un flux. Il n'y a pratiquement rien qui sort de notre monde depuis la création de la planète Terre il y a 4 milliards d'années. Tout est en mouvement permanent, il n'y a rien qui n'échappe au mouvement. Donc voir le territoire comme un flux et non plus comme un stock dans lequel on va planter une pelle, c'est quelque chose d'essentiel. C'est des sagesses anciennes. Hein. Je ne suis pas le premier du tout à dire des choses comme ça. On peut aller puiser dans des sagesses anciennes orientales, même des sagesses anciennes occidentales, le monde grec, le monde chinois. Il y a plein de choses partout pour aller puiser de quoi accélérer ce 3e âge qui existe déjà depuis longtemps. Saint-Exupéry disait, je ne suis pas sûr des mots exacts, mais l'avenir n'existe pas, c'est un présent qui existe déjà, un truc comme ça. C'est un présent qui est déjà là. Donc en gros, il y a cette idée que toutes ces sagesses-là, elles sont déjà présentes et qu'il faut les retrouver. Les messages que je donne souvent par rapport à ces questions, qui souvent angoissent les jeunes, les plus âgés aussi. Moi, j'interviens dans des maisons de retraite comme j'interviens chez des scolaires, et on voit qu'il y a de l'angoisse partout par rapport à la question écologique et le rapport au territoire, que ce soit sous l'angle culturel, identité, ou que ce soit sous l'angle écologie, économique, politique, peu importe. C'est de réconcilier la lucidité et la confiance. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Lucidité, pour moi, c'est regarder les choses en face même quand ça fait mal. C'est, 70% des populations animales, 94% du vivant a disparu. En fait, il faut se rendre compte de ce que c'est. C'est énorme. C'est arrivé que 5 fois dans l'histoire de la planète Terre, ce qu'ils appellent une extinction massive. Ça, c'est la lucidité. Par contre, trop de lucidité, toute seule, toute nue, ça peut être contre-productif. Il y a des gens dans l'espace public aujourd'hui qui sont très très lucides et je les remercie et je pense qu'ils sont très utiles pour ce rôle-là. Je sais pas, je peux dire Aurélien Barraud, Jean Covici à sa façon, un peu acide ou corrosive, sont très lucides et on a besoin de lucidité. Mais je crois qu'il faut combiner et réconcilier la lucidité avec la confiance. La confiance en quoi ? La confiance en nous. Confiance en nous, êtres humains, à changer, à évoluer, à se transformer, à être nous-mêmes dans le flux, dans le mouvement. Et en fait, il faut y croire, parce que si on n'y croit pas, on n'y arrivera pas. Donc, nourrir cette confiance, c'est crucial. Trop de confiance, sans lucidité, en disant mais on va bien trouver une techno, on va bien trouver une façon de régler le problème, j'ai confiance.
Sans lucidité, c'est le meilleur moyen de se prendre un mur. Donc, trouver le bon équilibre entre lucidité et confiance, c'est ce que je diffuse un petit peu partout. Et donc, ça passe par ne pas cesser de croire en nous, en l'humanité. Merci à vous.